devant l'entrée de ce fameux ouvrage qui est perdu dans un champ. Là, on voit ici les auges pour le bétail. J'ai quelques barbelés à passer avant d'arriver. La porte semble grande, ouverte, donc pas de souci pour y aller. Voilà, donc c'est un des gros ouvrages de la ligne Maginot que je vais peut-être entreprendre de visiter. Moi, je suis déjà venu, hein, c'est pas la première fois. Voilà, je vais tenter de rentrer dedans. Voilà, me voilà à l'entrée de l'ouvrage, donc à 3 de la Tiremont. L'ouvrage est ouvert, donc voici l'entrée munitions. L'entrée munitions, comme on voit les rails ici, c'était pour l'approvisionnement de l'ouvrage en munitions et en matériel et en intendance. Vous aviez de l'autre côté l'entrée homme qui permettait l'entrée des soldats, des militaires. Donc l'entrée munitions ici va me mener vers les dessous parce que c'est un ouvrage en puits, en fait, un ascenseur qui descend à 30 mètres en dessous, ainsi qu'un escalier que je vais devoir gravir si c'est ouvert. Et je vais devoir descendre, et là les longues galeries qui mènent d'ici. C'est l'approvisionnement en munitions, donc directement au magasin munitions M1, qui se trouve ici en dessous à 30-40 mètres sous terre. Et la galerie après continuera vers la caserne, vers l'usine, qui elle mènera vers l'entrée des hommes. Voilà. Bon, on va rentrer, hein. Nous voici dans la célèbre ligne Maginot. Voilà. Ça va, j'avais peur que la porte là soit fermée, mais c'est pas le cas. Voilà, les ballons et les rails qui permettaient l'approvisionnement en munitions de l'ouvrage. Et ici, l'entrée munitions qui est ouverte, heureusement. Et juste tout ce qui est câblerie en cuivre et tout qui ont été pillés, malheureusement. Alors ici, les petits chemins de fer s'arrêtaient. On installait les munitions dans l'ascenseur qui est un peu plus loin. Et on les descendait par l'ascenseur vers la galerie principale qui mène au magasin M1 de munitions. Donc 2 créneaux ici qui permettaient la défense rapprochée de l'ouvrage. Voilà, maintenant on va descendre vers les cages d'ascenseur, hein, et l'escalier, vu que ici comme c'est abandonné, les ascenseurs sont un petit peu en panne. Voilà, j'ai franchi la première porte, j'arrive dans la zone des ascenseurs et des escaliers qui me mènera à 35-40 mètres sous terre. Donc ici déjà danger, voilà. L'ascenseur évidemment n'existe plus. Voilà, vous pouvez voir le trou béant qu'il y avait en dessous et les galeries par en dessous. Voilà. Donc voilà, pour rappeler la célèbre ligne Maginot et donc vous pouvez voir ici les ascenseurs. Voilà. C'est une célèbre ligne fortifiée, une des plus puissantes jamais construite au monde dans les années 30 par l'armée française. Hein. Si je rappelle que la France a terminé la guerre en 1918 victorieuse, mais profondément épuisée. Bon, plus d'1,2 million morts, plus de 1,2 million ou 500 000 blessés graves, invalides. Alors, il s'agissait évidemment de fortifier toute la frontière avec l'Allemagne, bien sûr, qui restait malgré tout une menace. Mais cette ligne Maginot, cette muraille de France, a été conçue à coût de milliards de francs de l'époque. C'était vraiment colossal. Elle bouclait toute la frontière allemande depuis la Belgique jusqu'au Rhin, le long du Rhin et aussi à la frontière italienne, car l'Italie, c'était Mussolini qui avait pris le pouvoir et commençait à devenir menaçant. Donc des ouvrages ont été construits le long des Alpes aussi. Voilà, alors cette célèbre ligne Maginot était censée protéger en cas d'attaque allemande pour permettre la mobilisation rapide de l'armée française, ce qui fut fait. Elle était construite dans les années 30, de 1929 à 1935, pour les plus gros ouvrages et les plus grands ensembles. Ça a mis des années de travaux, hein, c'est colossal. Ce sont carrément des villes souterraines reliées par des galeries qui longent pratiquement toute la frontière avec l'Allemagne.
Alors voilà, on dit beaucoup, la ligne Maginot n'a servi à rien. Oui, non, la France est envahie quand même. Mais voilà, la plus colossale erreur de l'état-major français, ça a été certainement pas la qualité des soldats, pas la qualité des armées, contrairement à ce qu'on puisse dire, et que les films style 7e compagnie mettent l'armée en dérision. C'est une erreur, une colossale erreur, car les combats étaient très durs, les Français se sont battus. Il y a eu près de 100 000 morts en l'espace de 6 semaines, donc ça veut dire qu'on s'est accroché. Mais l'erreur fatale des généraux français de l'époque, qui était encore d'une conception ancienne, n'avait pas prévu les fameuses Ardennes. La fameuse région des Ardennes qui était réputée imprenable. Et c'est par là que les Allemands sont passés. Mais ils ne sont pas passés au début, c'est le plan von Manstein qui a été proposé d'abord à l'état-major allemand, début septembre 1939. Après ça, ce plan a été proposé à l'état-major allemand, il a été refusé, carrément. Parce que même les Allemands hésitaient à passer par là. Ils pensaient faire le même plan, attaqué par la Belgique. Mais à ce moment-là, les armées alliées auraient pu retraiter comme en 14 et constituer un front sur la Somme, sur l'Aisne, etc. et repousser les Allemands, car ils auraient retraité en parfait ordre. Alors c'est pas ça que les Allemands voulaient. Les Allemands, ils voulaient encercler les armées alliées en Belgique et les anéantir. L'état-major français n'ayant pas prévu de défendre les Ardennes, donc de Sedan, Monthermé jusque Dinant en Belgique, toute cette zone est occupée par la troisième armée Corap, qui était relativement faible, puisque c'est un front considéré comme secondaire. Et c'est là que von Manstein, après des mois de discussions avec l'état-major, et c'est Hitler lui-même qui a donné son accord, de lancer des centaines et des centaines de chars à travers les Ardennes et de percer justement dans cette région où on ne les attend pas. C'est là qu'a été toute l'erreur. Pas le reste, pas qu'on était des lâches, qu'on se battait pas, c'est faux, totalement fou. Voilà, alors le 13, 14, 15 mai 40, cette longue colonne qui causait des embouteillages monstres entre le Luxembourg et Bouillon et la région de Sedan. Et celui-là, il suffit d'une attaque de flanc pour les arrêter. Or, les Français n'avaient pas remarqué, n'avaient pas vu qu'il y avait cette immense colonne allemande. Et ils l'ont remarqué trop tard. Et quand ils ont commencé à réagir, c'était trop tard. Les Allemands étaient déjà sur la Meuse, commençaient déjà à forcer le passage à Sedan, à Monthermé, à Hou, près de Dinant. Et c'était foutu, car les armées alliées, première armée française, le corps expéditionnaire britannique s'était aventuré en Belgique entre Namur, Wavre et Louvain, et avait carrément repoussé l'attaque allemande. La Blitzkrieg a subi son premier échec. Mais malheureusement au sud, voilà. Donc les Allemands ont attaqué là où il n'y avait pas de ligne Maginot, ou très peu, quelques casemates. Voilà. Donc de là dire qu'elle n'a servi à rien, si, elle a tenu en haleine l'adversaire pendant plus de 9 mois. C'est seulement après avoir adopté ce plan qui était très ambitieux, qui risquait l'échec, que les Allemands ont pu gagner, malgré leur supériorité aérienne, leur supériorité blindée et tout. Voilà, ben je ne vais pas m'éterniser, on va visiter l'ouvrage. Hein. Ok, voilà. Voilà, je vais entreprendre la descente de ce très long escalier. Hein. C'est un escalier qui descend plus de 30, 35, 40 mètres de profondeur, car l'ascenseur, bien entendu, comme vous pouvez le voir, est totalement hors service. Hein, voilà. Et on va se retrouver dans les dessous. On est dans l'ouvrage voisin de celui de Fermont, celui qui est juste à côté de celui-ci, qui se sont épaulés l'un l'autre d'ailleurs pendant l'attaque de juin 40. Le fond de Fermont, fort semblable à celui-ci, est devenu un musée. On peut le visiter maintenant. Et c'est une bonne chose car des associations remettent ce patrimoine historique en valeur. C'est une très bonne chose, mais c'est beaucoup de travail. Et voilà, je suis dans les dessous de l'ouvrage. La galerie principale qui se trouve ici à environ 30-40 mètres sous la surface du sol.
C'est par ici que transitent toutes les munitions vers le magasin à munitions. Ce que je vois, c'est inondé en partie. Et voilà, les cages d'ascenseur. C'est pas en très bon état tout ça. Comme une partie des petits wagonnets qui est encore présent. Tout ce qui est machinerie probablement pour les ascenseurs. Et ici, la cage d'ascenseur où j'étais en haut tout à l'heure. Voilà. Où j'étais en haut tout à l'heure. Gare à celui qui fait une chute. Bon, on va déambuler vers le fond. On entend de l'eau, là c'est un égout visitable. Particulier d'être seul ici, hein. C'est ambiance. Voilà donc ici la longue galerie. On voit que les parois des tunnels sont couvertes par des bons moellons, comme le vieux château fort, hein, des bons moellons en pierre, et seulement recouverts après de ciment. Donc ici apparemment ça reste apparent. Ici voilà le créneau de défense de l'entrée, où quand l'ennemi parviendrait à pénétrer dans l'ouvrage, il y aura un comité d'accueil. Ici voilà, créneau pour mitrailleuse. Voilà encore un sas blindé qui permettait d'isoler plusieurs parties du fort en cas de problème. Et voilà une très longue galerie qui fait pas loin d'1 kilomètre de long. Ici, rien du tout. Ici, la casemate dans le créneau, apparemment. Bon, on va continuer. Je vais tenter d'arriver plus loin. Normalement, on doit tomber sur le magasin M1, magasin de munitions, d'où on accède directement par l'entrée des munitions. Je ne sais pas ce qu'il y a là. Je suis déjà venu ici, hein, c'est pas nouveau. Quelques petits locaux, on se croirait dans un vieux château fort. Les parois n'ont pas été bétonnées apparemment. Alors, des petits locaux, je ne sais pas. Ça va miser du matériel sans doute. Voilà, ici j'entre dans un premier quai de déchargement qui me permet d'atteindre ici le magasin munitions dit M1. C'est ici qu'on entreposait toutes les munitions qui par après seront transférées par petit chemin de fer dans ce long tunnel vers les unités de combat, les blocs de combat. Donc c'est ici qu'on les remise. Donc voilà, je vais rentrer dans ce tunnel-ci, je vais rentrer dans le magasin munitions, donc M1. Voilà. Donc il y avait toute une vie trépidante ici, il y a plus de 500. Cet ouvrage-ci, c'est entre 500 et 600 hommes qui étaient de permanence ici. Ils ont uniquement pendant les alertes, pas pendant les temps de paix, parce que des casernements de sûreté existent à l'extérieur pendant les périodes de paix. Mais pendant les périodes d'alerte, par exemple, le premier c'était en mars 1936 lors de l'occupation de la Rhénanie, où les soldats qui étaient des spécialistes des régiments de forteresse ont directement intégré les ouvrages et se sont mis sur pied de guerre. En mars 1936, en septembre 1938 aussi, lors de l'affaire de Munich, en mars 1939, lors de l'occupation des Sudètes par les Allemands et de la Moravie, et alors définitivement en 1939, vers le 24 août 1939, car les Français ont pris les devants, ils ont mobilisé les ouvrages avant la déclaration de guerre.
Et 3 septembre 39, la France déclarait la guerre à l'Allemagne. Donc 500 à 600 hommes vivaient ici en permanence, terrés sous terre. Donc il faut s'imaginer le charroi qui régnait ici, le boucan, les petits trains qui déambulaient ici dans les galeries, l'alimentation en munitions, les casernements qu'on ira voir après. Voilà, et ces hommes sont restés ici pendant près de 9 mois, terrés ici sur pied de guerre. Il y a eu quelques tirs, quelques échanges de tirs, notamment en mai 40 et en juin 40, où les forts sont assiégés. Donc je raconterai le reste plus tard. Voilà, on va maintenant visiter le magasin munitions. The Maginot Line is a vast system of steel and concrete fortresses built underground. Nous voilà maintenant dans le magasin munitions de l'ouvrage de l'attirement. Ici voici. Il y avait toute une série de locaux qui étaient protégés par des chicanes. Celui-ci apparemment ce n'est pas le cas. Ici un quai de déchargement, le petit chemin de fer passait pour approvisionner, décharger les munitions par tous ces palans qui sont ici en haut et qui permettaient de remplir les niches ici. Voilà, je vais rentrer dans l'une d'elles. Voilà, en cas d'explosion, c'était protégé. Donc voilà, cet immense couloir ici qui était uniquement pour l'approvisionnement des munitions, qui est acheminé via des rails ici. Voilà. Elle s'est entreposée ici. Alors ici, ce sont des niches parasouffles. En cas d'explosion du magasin à munitions, ça se fallait le prévoir aussi. Ces niches permettaient de contenir le souffle de l'explosion. Et en même temps, tout l'ouvrage pouvait être bloqué, il y a une porte parasouffle qu'on verra plus loin. Ici, les portes sont encore en bon état. Et voilà, c'est une deuxième niche ici. Voilà, nous sont tous des locaux de ce genre. Et de l'autre côté, on peut arriver de l'autre côté. Car les quais de déchargement sont en cercle autour de ces grands locaux de dépôt de munitions. Donc les palans ici sont encore en très bon état. Voilà, l'autre côté des quais de déchargement. Voilà, c'est la même chose, c'est parallèle à l'autre. Voilà, ça permettait de les sortir des deux côtés. Il faut imaginer le boucan que devait faire le petit chemin de fer ici. Un chemin de fer à rails étroites. Voilà, des chicanes qui permettaient de protéger contre les explosions. On est à 40 mètres sous terre ici, donc s'il y avait des bombardements d'artillerie de la part des Allemands, ce qui a eu lieu d'ailleurs, entre 15 et 20 juin 40, les forts Fermont, l'attirement, les autres étaient complètement assiégés, isolés, bombardés par du gros calibre, et aucun calibre n'est parvenu à réduire ces forts. Voilà, la dernière petite salle qui est un peu différente ici, voilà. Voilà, bon, on va continuer.
Et voilà, on continue notre périple. Alors je quitte le magasin Munitions M1 et je tombe sur cette colossale porte parasouffle ici, qui permet d'isoler toute la partie arrière de l'ouvrage, de la partie bloc de combat, de la caserne et du restant qui est plus loin, en cas d'explosion des dépôts de munitions. Cette porte fait plus de 50 cm d'épaisseur, si pas plus. Elle est extrêmement lourde en acier pur, enfin je crois. Et on la fermait au moyen d'un treuil ici, car c'est extrêmement lourd. Et ici on voit encore ce qui reste des caténaires. Ici voilà, qui ont été coupés, qui permettaient l'alimentation électrique du petit train, qui parcourait tout jusqu'à l'entrée. Voilà. Bon, on va continuer. On a encore les essieux des petits wagonnets qui circulaient ici dans les tunnels. Voilà. Il en reste encore quelques-uns. Voilà la longue galerie qui va me permettre d'arriver au bloc de combat. Mais avant ça, à droite, on va arriver à la caserne, à l'usine et à l'entrée des hommes. La partie qui concerne les hommes. Voilà. Voilà, j'arrive maintenant dans la galerie qui mène à la caserne. Donc ici, voilà, la longue galerie aussi desservie par un petit chemin de fer qui va mener vers l'entrée des hommes. Et ici à ma gauche se trouve la zone caserne, où, comme on le dit, on casernait toutes les troupes de forteresse. Donc voici ici déjà l'infirmerie. Les locaux infirmerie, donc il y aurait des blessés, des malades. Pendant les combats, il devait forcément y avoir des blessés. Il y a encore pas mal d'équipements ici. Il y avait salle d'opération, salle de soins, tout ce qu'on veut. Le tout attenant à la caserne qui est là-bas. Et ici des locaux qui servent peut-être de messe ou de locaux communs, je ne sais pas. Ici également, un gros câble qui pend là, peut-être des centrales téléphoniques ou autres. On va aller vers la caserne. Et voilà déjà un des premiers lieux. Là, j'ai tapé dans une boîte qui servait de logement pour les soldats, donc c'était pas très agréable, hein. Locaux sans doute en bon état à l'époque, fort humide, on ne voyait pas la lumière du jour, voilà. Toute une série de lits superposés se trouvaient ici. In time of peace, fortress troops are given frequent rest periods in barracks behind the lines. The Maginot Forts have been designed to provide sanitary and comfortable living quarters for men who may be obliged to live underground for months at a time.
Des coins, des recoins ici, il y a de quoi se perdre. Hein. Probablement une salle pour les toilettes, pour la toilette, hein, pour se laver. Et ici, les WC. Ah bah, c'était utile aussi, hein. Voilà. Comment on dit encore les WC turcs ou WC français, comme on dit. C'est ici que les soldats devaient vivre, du moins ceux qui étaient à l'arrière, en repos. Les autres étaient dans les blocs de combat à l'avant. Et ils alternaient régulièrement, ces petits locaux. Ceux-ci étaient au repos, ils devaient s'occuper toute la journée en attendant leur affectation. Voilà encore une chambre ici. Et encore une ici. Ouais, des graffitis à la noix de coco. Ce qui sera intéressant, c'est d'en trouver des authentiques. Voilà, bon, je vais continuer comme ça. Voilà, ici je suis dans les locaux cuisine. Tout ce qui servait à alimenter à peu près 600 hommes, c'est quand même pas rien, quoi. Donc le cas ici, je ne sais pas trop à quoi il servait, ici. Voilà la grande hotte aspirante. Et ici les réchauds, les fours et tout ont disparu apparemment. Apparemment, on a détruit toute l'entrée ici pour les prendre. À mon avis, on les a peut-être pris pour mettre dans un autre ouvrage musée, probablement. Peut-être à Fermont ou ailleurs, je ne sais pas. Et visiblement, on a sorti tout le matériel par là et on a cassé l'ouverture, à mon avis. Donc voilà ce qui reste des cuisines. Il y a toute une noria qui devait travailler ici. In model electric kitchens, cooks are continually preparing meals. For in these underground French fortresses, half the garrison's troops stand watch by day, the other half by night. During maneuvers or in time of emergency, the Maginot commissaries are stocked with enough food to sustain 250,000 officers and men through an entire year of siege. And just so long as the world has armies, so long will there remain inside the Maginot Line the men to whom France entrusts her liberty. The soldiers of a free people, the Army of France. Time marches on. Voilà, je continue la galerie et j'arrive tout doucement au sas qui va mener tout droit vers l'usine et l'entrée des hommes. Bien sinistre tout ça ici. Il faut imaginer les petits wagonnets qui passaient ici. Voilà le créneau de protection de la dite entrée des hommes. Mais on n'y est pas encore, une longue galerie à franchir. Je n'ai pas encore près d'y arriver. Normalement, à droite devrait se trouver l'usine. L'usine qui comprend bien souvent 4 gros moteurs diesel qui permettaient l'alimentation d'électricité en cas de siège ou en cas de coupure du réseau extérieur. En temps normal, l'ouvrage est alimenté par le réseau extérieur.
Mais au cas où l'adversaire parviendra à trouver les câbles et les sectionner, ces groupes permettaient de rendre l'ouvrage autonome. Waouh! J'arrive à l'usine. C'est colossal. Un atelier, probablement. Voilà, le petit train arrivé ici et pouvait alimenter l'usine. Voilà, nous y sommes. Et je suis déjà venu ici apparemment. Plusieurs moteurs ont été démontés, ici ils ne sont plus là. Il devait y avoir probablement 2 gros moteurs diesel ici. Et je crois qu'ils ont été empruntés pour des autres ouvrages qui sont récupérés par des associations. Tous les locaux à haute tension, les boîtiers à haute tension ici. Voilà le nom de l'ouvrage avec le drapeau français. Et effectivement, ici, les moteurs ont disparu également. Ils ont été démontés au profit d'autres ouvrages. Ici, des grands réservoirs pour la pression, probablement. Et ça, il reste quand même un moteur. Voilà, pour arriver là. Et ici, des bacs de sable qui permettaient d'éteindre les incendies s'il y en avait. Ici, il en reste un, donc des gros moteurs diesel qui permettaient de faire tourner cette dynamo. Et voilà, un magnifique moteur. Un, 2, 3, 4, 5, 6 cylindres, donc des gros moteurs diesel, ça devait faire un boucan de tous les tonnerres. Et voilà l'autre moteur, les 2 autres ont été démontés apparemment. Ce qui permettait de produire de l'électricité. Voilà, ici la dynamo qui est en partie démontée. Ici un petit insigne. Ça mérite.